Welcome to Automated Mobility, the people behind the wheel. In this podcast series, we get to know the experts working in the field of automated mobility. What drives them, and how do they think their work contributes to a better mobility system? I am your host, Henriette Cornet, and I am the coordinator of SHOW, a European project testing automated vehicles in real life. SHOW is led by UITP, the International Association of Public Transport. Together with 70 other partners, we investigate a future where mobility is shared, connected, and automated. Today's episode is a special edition in French that has been recorded during the Congress and Exhibition Autonomy in Paris in March 2022. For the non-French speakers, no worry, we will be back in English next month in the usual format with new experts driving the change of automated mobility. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce hors-série en français, exceptionnellement, à l'occasion du salon Autonomie à Paris en mars 2022. Commençons par écouter les visiteurs du salon à l'évocation du terme mobilité autonome. Pour moi, c'est le futur, clairement. Véhicule autonome, voilà, on s'imagine que c'est quelque chose... quand on était petit, on s'imaginait des voitures volantes, des voitures sans chauffeur, et donc forcément, véhicule autonome, oui, ça nous évoque le futur, quelque chose, une grande innovation en tout cas. Je pense à un véhicule qui peut fonctionner tout seul, sans conducteur, ou potentiellement je suis assis dedans, je peux faire ce que je veux, travailler, regarder un film. Voilà, c'est ça. Puis qui est quand même aussi, qui est safe, qui est secure. En fait, il n'y a pas de problème d'accident. Enfin, je peux vraiment faire autre chose que me concentrer sur la conduite. Silence, quiétude et sécurité. À présent, écoutons des participants et participantes au salon que j'ai sélectionnés car ils ou elles sont connectés d'une façon ou d'une autre au projet SHOW. Bonjour Nicolas Maresco de la Massif. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous pour le podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et aussi votre approche vis-à-vis des véhicules autonomes à la Massif? Bonjour, Nicolas Maresco, directeur adjoint réponse besoins sociétaires et innovation à la Massif. Alors pourquoi la Massif s'intéresse aux véhicules automatisés? Nous sommes le premier assureur de la mobilité en France, en nombre de contrats, assurance auto et moto. En tant qu'assureur, la conduite automatisée va changer les évolutions. On va passer d'un risque individuel à un risque sériel. Il y aura aussi des questions de responsabilité. Est-ce que c'est un humain qui conduisait? Est-ce que c'était la machine? Si c'est la machine, est-ce que c'est une défaillance du constructeur, du logiciel? Mais heureusement, en tant qu'assureur, on va toujours protéger les personnes. Si vous êtes renversé aujourd'hui sur la route, que ce soit par une voiture conduite par un humain ou un véhicule automatisé, nous serons toujours là pour vous indemniser. Par rapport à ça, la Massif est également un assureur mutualiste. Et ce qui nous intéresse dans la véhicule automatisé, c'est pas le véhicule léger, individuel, un jeune cadre dynamique qui va à la défense. C'est vraiment là où c'est le plus utile, la navette autonome partagée en milieu rural et périurbain. Pour des personnes qui n'ont pas le permis, pour des personnes qui n'ont plus les moyens de conduire, qui n'ont pas de véhicule, des personnes à mobilité réduite, voire même pour aller au transport, aller au travail, parce que la mobilité, c'est le droit des droits. Sans mobilité, pas de travail. Sans mobilité, pas de santé. Sans mobilité, pas d'éducation. Et ce n'est pas un acteur tout seul qui résoudra ces questions de mobilité inclusive et durable sur les territoires. C'est pour cela que nous avons travaillé en intelligence collective, en innovation ouverte, avec une communauté d'intérêt dans le cadre de l'écosystème Moving On, avec 13 partenaires, aussi bien des équipementiers, des infrastructures comme Vinci, de la data, de la donnée avec Microsoft, des télécommunications avec Orange, voire même des assureurs concurrents sur le terrain aujourd'hui, comme Maïf, BNP Paribas Cardiff, Groupama. Pourquoi ? Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de faire émerger ces solutions concrètes sur les territoires. La première année, nous avons travaillé sur
déconstruire l'objet. Non pas d'un point de vue technologique, mais du point de vue usage. Sur 100 000 études scientifiques sur les véhicules automatisés, moins de 200 concernent les usages de mobilité. Donc l'enjeu, c'est vraiment de compléter ces technologies par les usages. La deuxième année, nous avons travaillé sur les territoires avec des parties prenantes que sont les élus locaux. Et nous sortons aujourd'hui la première étude sur l'acceptabilité des élus locaux en termes de véhicules automatisés. Nous avons également étudié des expérimentations, 3 sur 6 dans le milieu rural en France. Et nous avons sélectionné cette année l'expérimentation dans le Val-de-Drôme, où nous travaillons avec un opérateur de mobilité, Betty, avec un constructeur de systèmes de navettes, Navia, et l'infrastructure SVMS, filiale d'Eurovia Vinci. L'enjeu, c'est vraiment de passer des études, de l'acceptabilité à l'expérimentation sur le terrain pour concilier les usages et la technologie au service d'une mobilité inclusive et durable. Merci. Merci, bonne route. Bonjour Thomas, donc enchantée. Je serais très contente que tu nous en dises plus sur ce que tu fais, ton domaine d'activité et le rapport que tu tiens dans les mains. Alors bonjour, je suis Thomas Capin, je suis chercheur et je fais partie de l'équipe d'animation de la communauté d'intérêt Moving On sur le véhicule autonome. Cette communauté d'intérêt Moving On, elle a été initiée par la Massif, l'assureur mutualiste, en 2019. Et elle regroupe aujourd'hui 13 entreprises qui sont très diverses, des assureurs, mais aussi des entreprises des transporteurs, des spécialistes de l'infrastructure, ou bien aussi de la connectivité et des solutions numériques. L'enjeu des activités de la communauté d'intérêt, c'est de travailler autour de la mobilité autonome sur un axe très fort. C'est mobilité pour tous, autonomie pour tous, via le véhicule autonome partagé dans les territoires ruraux et périurbains. Et donc c'est vraiment d'aborder cette question des véhicules autonomes pour répondre aux enjeux et aux besoins de mobilité des habitants de la ruralité. Alors notre programme de travail, il a commencé déjà depuis 2 ans. On s'est intéressé en 2020 finalement à l'appréhension du véhicule autonome sous ses aspects non technologiques, les enjeux sociaux, économiques, politiques, juridiques en matière de données, d'environnement. Et en 2021, on a travaillé plutôt sur la question du territoire de déploiement des véhicules autonomes, donc les zones peu denses, les zones rurales et périurbaines. Et dans ce cadre-là, on a réalisé une enquête inédite, c'est une première mondiale, qui porte sur la vision qu'ont les élus locaux français de la mobilité autonome. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce rapport ? Je vais laisser la parole à ma collègue Marine avec qui on a mené cette enquête et qui va présenter peut-être rapidement les résultats. Bonjour, moi je m'appelle Marine Bernard, je suis économiste et donc j'ai travaillé sur ce projet d'enquête auprès des élus locaux. Donc l'objectif pour nous c'était d'interroger les élus pour voir s'ils étaient prêts à déployer la mobilité autonome sur leur territoire. Les élus sont des acteurs cruciaux qui sont souvent oubliés dans ce type d'enquête malheureusement. Et donc nous avons contacté les 500 000 élus locaux français et grâce au retour de 1090 élus qui ont accepté de faire ce jeu de projection, nous avons pu comprendre un petit peu mieux comment ils se projetaient vers ce type de mobilité. Les principaux résultats qu'on a vus, c'est que les élus aujourd'hui connaissent très peu la mobilité autonome et on manque de visibilité comme les Français au final. Sur 80% des élus qui disent savoir ce que c'est, on n'en a que 30% qui en ont déjà vu un et 9% déjà utilisé un. Donc ils ont une image a priori qui est basée sur l'imaginaire et qui n'est pas vraiment en phase avec le potentiel que cette technologie pourrait offrir. Également, les élus ressentent pour beaucoup un sentiment d'inéligibilité. Pour beaucoup, ils vont dire que c'est pas pour eux, que c'est trop compliqué, que c'est trop cher. Et au final, ils ont beaucoup de mal à s'approprier cette solution de transport. C'est un schéma qu'on retrouve beaucoup chez les élus ruraux, qui au final manquent de visibilité et d'information pour pouvoir s'approprier cette technologie-là. Néanmoins, on voit qu'il y a un vrai intérêt auprès des élus pour développer justement, pour utiliser cette solution technologique et pour répondre notamment à des besoins de solutions de mobilité sur le territoire. On a près des 2/3 des élus qui se disent intéressés par la mobilité autonome et qui voient ça comme une façon de répondre aux lacunes de l'offre de transport sur leur territoire et donc de compléter ou même d'assurer un service qui est jusqu'ici inexistant. Donc les enjeux que l'on soulève ici aujourd'hui, c'est vraiment de permettre aux élus et aux Français d'accéder plus facilement au véhicule autonome, de pouvoir le tester, puisqu'on a vu que tester le véhicule autonome, c'est l'adopter, ça permet de convaincre les plus réfractaires, et au final de pouvoir en saisir tout le potentiel possible.
Et du coup, par rapport à votre enquête, est-ce que vous avez ciblé des véhicules en particulier, des types de véhicules en particulier ? Alors c'est très intéressant parce que justement on a ouvert le champ des possibles, on a interrogé les élus pour savoir quel type de véhicule serait le plus pertinent selon eux. On leur a proposé la voiture personnelle, la livraison de biens et services, les navettes autonomes et les robots taxis. Et on voit qu'il y a un vrai intérêt pour les élus sur le véhicule partagé, pour vraiment proposer une alternative à l'autosolisme. Et c'est un des points de vigilance qu'on a noté, c'est que lorsqu'on compare avec les études sur l'acceptabilité des Français, par exemple le deuxième baromètre mené par l'Institut VDECOM est massif, on voit que les Français se projettent vers la mobilité autonome avec le véhicule personnel. Et donc, on voit bien que les Français et les élus, aujourd'hui, ne parlent pas de la même chose lorsqu'ils parlent de mobilité autonome. Et donc, il y a un vrai accompagnement à faire, il y a un vrai souci de coordination entre ces deux populations pour que, justement, les expérimentations trouvent le succès, un succès optimum. Et ce sera, si ces déploiements ont lieu donc, en milieu rural, ce sera quel type de service alors du coup ? Est-ce que ce sera à la demande ou est-ce que ce sera avec des tableaux d'horaires ? Les élus, du coup, notamment au territoire rural, ont montré des besoins spécifiques en termes de mobilité. Et on voit qu'il y a vraiment un intérêt aussi bien pour le transport en commun que pour le transport à la demande. Le transport à la demande sera vu comme plus pertinent pour les publics à mobilité réduite, donc typiquement les personnes âgées ou les handicapés, et les personnes qui n'ont pas de véhicule personnel ou pas de permis de conduire. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas s'inscrire dans les réseaux de transport en commun. Le transport en commun pourrait être plus adapté pour les autres populations. Un problème qu'on entend souvent par rapport au déploiement des véhicules autonomes en milieu urbain, c'est tout ce qui est lié à l'infrastructure, parce que pour l'instant, les véhicules ne sont pas vraiment autonomes, ils sont plutôt automatisés, ils ont besoin de beaucoup de connectivité. Est-ce que ça a été adressé dans votre étude, dans votre enquête ? Est-ce que vous avez un point de vue sur le futur, en fait, par rapport à l'infrastructure nécessaire ? Alors, effectivement, on a posé des questions aussi sur l'infrastructure, et ce qui revient en milieu rural, c'est la question du coût de cette infrastructure, mais plus largement dans le cadre des travaux de la communauté d'intérêt Moving On sur le véhicule autonome. On aborde cette question de l'infrastructure en comprenant bien qu'effectivement, c'est toujours le couple véhicule-infrastructure qui permet en fait de développer une solution pertinente, et en particulier en milieu rural, avec encore une fois tout l'enjeu de trouver des solutions qui soient adaptées à ce type d'environnement, la saisonnalité, les changements de saison, les contraintes météorologiques, l'absence aussi d'éléments pour permettre le repérage des navettes, ce qu'elles font plus facilement en milieu urbain. Et c'est aussi surtout la question du coût, parce que si demain on veut que des collectivités locales et des petites collectivités locales en milieu rural développent des services de mobilité autonome, il faudra prévoir justement cette infrastructure, mais de manière frugale, c'est-à-dire qu'il ne soit pas insupportable d'un point de vue financier pour ces collectivités et intercommunalités. Et donc ça, c'est des choses qu'on travaille, notamment sur une expérimentation dans le Val-de-Drôme que va rejoindre la communauté d'intérêt Moving On sur le véhicule autonome en 2022, où on travaille entre la ville de Cray, notamment pour desservir la gare avec un écosite, ou bien l'hôpital de la ville, sur des services de navettes autonomes avec plusieurs navettes, et où l'infrastructure joue un rôle important pour passer les intersections, pour passer les ronds-points. Mais il s'agit vraiment d'avoir une infrastructure, je dirais, calibrée de la meilleure manière possible pour qu'elle soit, je dirais, à la fois performante techniquement et qu'elle soit soutenable économiquement. Et c'est à ces deux conditions qu'on arrivera à avoir vraiment de la mobilité autonome et automatisée dans les territoires ruraux, et que ça soit un service de mobilité qui soit demain viable et qui se mette en place et qui soit surtout exploitable. Le thème du podcast, c'est le titre du podcast, c'est The People Behind the Wheel, et on essaie en fait de savoir vraiment qu'est-ce qui motive les acteurs de ce changement, de ces nouvelles technologies pour la mobilité autonome. Et une façon que j'aime bien en fait demander aux gens leur implication dans ce sujet-là, c'est vraiment personnellement, qu'est-ce que vous trouvez un peu motivant, excitant dans ces nouvelles technologies liées à la mobilité autonome, quelque chose vraiment qui vous a appelé à travailler sur ce genre de sujet, et où vous voyez un avenir potentiel. Ce que je trouve intéressant, et d'un point de vue d'économiste, c'est de voir comment une invention technologique peut devenir une innovation, et donc trouver son public. Et c'est vrai qu'appréhender le véhicule autonome par les usages, par les pratiques, permet de voir au final comment cet objet hautement technologique, qui soulève de nombreux enjeux économiques et scientifiques sur le territoire français et même européen, peut au final répondre à des besoins qui ne sont pas pourvus actuellement et trouver au final une vraie place en termes d'utilité. C'est ce qui m'intéresse le plus.
Une réponse similaire. Moi, avant de travailler sur le sujet du véhicule autonome et de la mobilité autonome, c'est pas du tout une question ou une thématique vers laquelle j'allais naturellement, ou même que j'envisageais. Sauf que, par exemple, dans mon cas personnel, je suis conducteur. J'ai le permis de conduire, mais je ne conduis jamais. Et donc, en fait, avoir des solutions qui demain me permettront de me déplacer plus facilement, qui vont me permettre d'ouvrir en fait de nouvelles possibilités au-delà du métro, du transport collectif, et y compris quand je vais dans des endroits, par exemple en vacances, faire du tourisme, et que si je suis pas venu en voiture pour relier certains sites ou aller un peu partout, j'ai pas de solution de transport. Et ben avoir une navette autonome qui va me déposer et qui va me permettre d'être tout aussi libre et d'avoir la même accessibilité que les gens qui ont la voiture, notamment dans des endroits où moi je vais pas conduire. Et ben je trouve que c'est ça qui m'intéresse et qui est une vraie solution d'avenir, donc y compris pour des gens qui vivent pas forcément en zone rurale par exemple toute l'année, mais qui seront amenés à y aller et à aller dans d'autres lieux par exemple pour du tourisme. Et moi je trouve ça, dans mon cas personnel, je trouve ça bien, parce qu'effectivement je pars pas avec ma voiture en vacances, et donc je suis un peu bloqué en fonction des transports et des lignes de train ou des lignes de car et de bus qui sont accessibles à l'endroit où je suis en vacances, quoi. Voilà. Ok, merci à tous les deux. Bonjour Jean-François. Bonjour Henriette. Donc, je suis Jean-François Sanserin. Je travaille à la plateforme automobile qui s'appelle la PFA, et j'ai en charge le programme France Véhicule Autonome depuis 3-4 ans, qui coordonne les actions des industriels, des académiques en France sur le véhicule autonome. Merci. Bonjour Nadège. Bonjour, alors moi je suis Nadège Foll de VDCOM, qui est un institut pour la transition énergétique. Et dans cet institut, je travaille, je développe les projets d'expérimentation à grande échelle. Jean-François, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle et sur la vision vis-à-vis des véhicules autonomes de ton point de vue ? La vision côté véhicule autonome en France a consisté à dire que l'automatisation progressive va permettre l'introduction de nouveaux services de mobilité et de nouveaux cas d'usage, en particulier tout ce qui tourne autour du transport public ou partagé, de la conduite automatisée, du parking intelligent, du transport de biens et de logistique. Et nous avons décidé d'avoir une action collective avec l'administration, incarnée par la stratégie nationale qu'anime Anne-Marie Hydrac en tant que haute représentante et haute déléguée aux véhicules autonomes en France, avoir une action concertée pour faire créer l'écosystème de la mobilité autonome, et en se disant qu'il fallait expérimenter, et dans une approche que l'on qualifie de progressive, avec 3 principes: progressivité, sécurité, acceptabilité, et l'idée de j'apprends en faisant. Et avec cet apprentissage en faisant, le cadre réglementaire est en train de se construire, et il sera disponible pour le déploiement en France en 2022, sur la base de ces travaux concertés, structurés entre administration et industriels, issus des résultats des projets d'expérimentation, comme en particulier ceux de SAM ou du projet ENA. Tu peux nous dire un mot sur SAM, s'il te plaît ? SAM est un programme d'expérimentation nationale que nous avons lancé avec Nadège là, depuis plus de 2 ans. Ce projet consiste à, d'un côté, expérimenter avec les meilleurs industriels dans un esprit collaboratif. Quand je dis meilleurs industriels, ça veut dire que nous avons des Renault, des Stellantis, des Transdev, des Keolis, la RATP, des systémiers également, comme Alstom, qui amènent leurs propres compétences, des fournisseurs de logiciels ou navettistes comme EasyMile, et des sociétés côté des gestionnaires d'infrastructures comme Cofiroute, Vinci. Donc ça, c'est l'aspect industriel. Nous expérimentons. À côté de ça, on avait décidé, à travers une méthodologie d'évaluation unique, basée sur les méthodologies comme FESTA, mais adaptée aux services de mobilité, portée par Nadège, finalement, d'implémenter cette méthodologie d'évaluation sur ces formidables terrains d'expérimentation. Il y a plus de 13 expérimentations en France aujourd'hui qui ont lieu au moment où on se parle, et finalement pour évaluer. Et ces domaines d'évaluation, Nadège en parlerait bien mieux que moi, mais aussi bien l'acceptabilité que les impacts sur le trafic, sur
sur les modèles d'affaires, sur la gouvernance. Donc essayer de regarder le véhicule autonome et ses conséquences dans toute sa diversité pour apprendre. Et cet apprentissage, finalement, le livrable final du projet, c'est ce qu'on a appelé un bien commun. Et ce bien commun, il est à destination aussi bien des administrations dans la construction du cadre réglementaire que des territoires dans la préparation des futurs déploiements de pilotes de service et dans les échanges internationaux qu'on peut avoir, comme par exemple avec Shaw. Et par exemple, si quelqu'un qui nous écoute, un auditeur veut tester une navette autonome, jusque quand roule-t-elle dans SAM et où est-ce qu'il peut avoir cette opportunité d'essayer de monter à bord d'une navette autonome? Alors SAM, ça regroupe 13 terrains d'expérimentation dans lesquels des véhicules autonomes sont amenés à rouler soit pour des tests techniques, soit pour des vrais services avec des passagers à bord. Alors dire jusqu'à quand, ça dépend des expérimentations et des territoires, elles ne sont pas toutes complètement synchrones. Donc il faut regarder dans le programme d'expérimentation SAM où les véhicules roulent, mais c'est tout à fait possible dans la plupart des régions, puisqu'on a des expérimentations en Île-de-France, beaucoup, en Normandie, à Toulouse, à une expérimentation de droïdes à Montpellier. On est quand même largement présent sur le territoire. Donc c'est possible. Et ça roule encore. Ça. Et pour dire actuellement, ils peuvent venir au Bois de Vincennes à Paris le week-end, tester, expérimenter, monter dans des navettes autonomes. Aller dès le 1er avril sur le plateau de Saclay, où ils auront une expérimentation Renault qui démarrera à cette occasion-là. Et sur l'Oncopole Toulouse, c'est sur le parking de l'Oncopole, où avec une expérimentation qui prend en compte l'amener du parking vers l'hôpital avec un bout de voie publique. Ce que j'aime bien demander dans ce podcast, c'est vraiment qu'est-ce qui motive les personnes, vraiment personnellement, la motivation personnelle pour travailler dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans ce domaine-là et qu'est-ce qui vous motive? Est-ce qu'il y a des aspects où vous vous dites « Ah, je suis contente d'avoir ce projet parce que du coup, je vais pouvoir découvrir ceci ou cela ». Alors moi j'ai découvert les questions de mobilité dans une vie antérieure où je travaillais chez un constructeur qui s'appelait PSA, qui maintenant s'appelle Stellantis. Et en fait le fait de travailler sur ces services de mobilité qui était quand même une préoccupation émergente amène à appréhender la complexité du sujet et notamment le fait que le véhicule autonome c'est pas un véhicule. La mobilité ça dépasse la question de l'objet et ça doit embarquer tout un écosystème pour pouvoir répondre à des vrais besoins des citoyens, des territoires et avoir un impact sur la mobilité future. Et c'est parce qu'il y a cette complexité et ce besoin de prendre en compte tout cet écosystème que c'est intéressant de travailler sur des projets d'expérimentation comme ça, parce que là, justement, on est capable de tester l'ensemble des paramètres qui vont influer sur l'acceptation et le déploiement potentiel des futurs services. Eh bien, je vous remercie parce que j'avais de la question, je me suis demandé pendant 40 secondes ce que j'allais dire. Et finalement, ce qui m'est venu, c'est dans ma vie d'avant, à un moment, c'était d'avoir un service qui s'appelait facteur humain, conduite et vie à bord. Et ça mélangeait des personnes du facteur humain avec des ingénieurs techniques. Et finalement, je crois que c'est ça qui m'a motivé dans les aides à la conduite et dans le véhicule autonome, c'est qu'on parle aussi bien de discussions hyper passionnantes sur la démonstration de la sécurité d'un système de transport routier automatisé. On parle de capteurs avec des technologies également d'apprentissage. Et à côté de ça, on va implémenter le service pour savoir et appréhender comment le rendre acceptable. Et tout ça dans quelque chose qui nous dépasse encore plus, qui est finalement la mobilité de demain. Pour qui, pourquoi, avec quel étendard social et sociétal on brandit. Sincèrement, quand on se lève le matin, c'est plutôt heureux de travailler dans ce domaine. Hein. Bonjour Pierre. Je suis très contente que tu aies pu prendre le temps pour cette petite interview. J'ai vu là depuis le début, depuis cette matinée, que tu es très sollicité. Navia a un très bon stand juste à l'entrée du salon. Donc bienvenue dans ce podcast hors série. Merci beaucoup et je suis ravi donc de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, dire ton rôle dans Navia et aussi comme Navia a un rôle très important dans le projet Shaw,
dire le rôle de expliquer à l'audience qui n'est peut-être pas familière avec le projet en détail, quel rôle a Navia dans le projet chaud. Très bien. Alors, je me présente par rapport à mon poste et mon rôle au sein de Navia. Donc, moi, je suis responsable institutionnel et des relations stratégiques. Donc, en responsable institutionnel, c'est le lien avec l'écosystème et le lien avec les différents acteurs, qu'ils soient des acteurs publics qui travaillent sur le sujet ou les acteurs privés qui travaillent dans la notion d'écosystème pour construire ensemble des projets en commun, des avancées en commun. Donc, de ce fait-là, je fais le lien avec soit l'État, par exemple en France, on travaille au sein de l'écosystème sur la réglementation, soit avec la Commission européenne, où on fait le transfert de know-how de ce que le véhicule autonome apporte et comment on le construit. Et en même temps, il y a beaucoup de projets de collaboration qui sont menés par ou lancés par la Commission européenne ou par l'État français. Et je travaille sur cette coordination et co-construction avec les différents partenaires de l'écosystème pour mettre en place un projet pour un objectif bien déterminé par rapport à cet appel à projet. D'accord. Et donc, si on zoome un peu j'imagine que tu es impliqué dans beaucoup de projets, si on zoome sur Show en particulier, est-ce que tu peux nous en dire plus de ton point de vue, comment toi tu perçois le projet, quels sont les rôles de Navia dans le projet ? Et par rapport à Projet Show, Navia est dans ce projet depuis son début, depuis sa construction. Et d'ailleurs, le Projet Show et l'appel à Projet Show de la Commission européenne, il vient suite à un projet qu'on a déjà mis en place qui s'appelle Avenue. Et Show est censé ou a été construit depuis le début pour être du large scale, encore beaucoup plus grand que ce qu'on a fait à Avenue, avec beaucoup plus de partenaires et beaucoup plus d'expérimentation dans différentes villes. Donc, on a construit ensemble ce projet avec l'UETP, avec le CERT, avec les différents partenaires, où Navia avait un rôle de dire, OK, concrètement, sur le terrain, quel est le rôle, quelles sont les opérations à mettre en place, comment on les met en place et quel est le rôle de véhicule là-dedans. C'est un rôle, d'une part, technologique, mais aussi c'est un rôle où on apporte cette technologie-là pour le prestataire de service et le mettre en place dans des opérations quotidiennes et qui peuvent fonctionner d'une façon transversale d'un pays à un autre. Donc Navia gère un work package qui est le work package 7 sur le véhicule lui-même et les technologies de véhicule où on descend dans les détails technologiques pour dire que doit faire le véhicule, qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et comment on doit développer les fonctionnalités nécessaires pour faire une avancée supplémentaire afin que le véhicule lui-même apporte des solutions supplémentaires pour les opérations terrain et augmenter le domaine d'opération. Donc on peut parler de la perception de l'environnement, donc comment je perçois mieux mon environnement, parce c'est un élément important à travers Show, de bien connaître où je suis sur la route, au milieu, à gauche, à droite, bien comprendre comment j'avance là-dessus. Le deuxième élément, c'est le driving, et dans le driving, c'est OK, maintenant je vois où est-ce que je suis, je vois ce qui m'entoure, les VRU, les piétons, les cyclistes, les voitures. Donc, comment j'adopte mon comportement pour avancer là-dedans. Et puis après, il y a tout ce qui est l'expérience utilisateur à apporter au sein du véhicule, l'expérience à apporter dans le trajet lui-même, la connectivité avec l'infrastructure. Ce sont les éléments importants qui dépendent du véhicule, de sa technologie pour apporter l'expérience globale dans l'opération. Et est-ce que tu peux nous dire, juste entre nous, où est-ce que sont les défis là, actuellement dans le projet où est-ce que tu vois vraiment les gros challenges, les prochaines étapes là, qui restent à résoudre vraiment du point de vue de Navia, où est-ce que, je ne vais pas dire où est-ce que ça coince, c'est peut-être trop négatif, mais où est-ce qu'il y a vraiment un enjeu là? Alors des défis, il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de défis quand on a commencé à construire le projet depuis le début.
et ils peuvent être divisés en plusieurs parties. La première partie, c'était un défi de travailler avec un grand nombre de partenaires et surtout avec des concurrents c'est pas facile de dire qu'on travaille avec un concurrent direct. On est dans le même projet, on est dans le même work package et on doit faire un deliverable en commun dans lequel on décrit la technologie. Donc ça, c'est un grand défi pour lequel on a réussi dans le work package 7 à pouvoir faire avancer nos technologies chacun de son côté, mais en même temps vulgariser ce qu'on est en train de faire pour décrire le state of the art du début et comment on va l'emmener pour résoudre telle et telle problématique. Ça, c'est le premier défi. Un deuxième défi qui est important, c'est que il n'est pas évident de trouver des villes, des sites dans lesquels on peut mettre les véhicules et on peut les faire fonctionner d'une façon adéquate et adaptée aux besoins. Et pour le faire, il y a certaines villes qui sont obligées de passer par des process d'appel d'offres, il y a des villes qui sont obligées de passer par leur propre process interne. Donc il n'est pas évident de construire le site de point de vue administratif. Un troisième défi qu'on a rencontré, c'était qu'il y a certaines villes qui commencent à comprendre le know-how et qui connaissent un petit peu le know-how de mettre en place des opérations pour lesquelles les autorisations ont été bloquées parce qu'il faut une autorisation du pays, une autorisation de la ville pour faire rouler le véhicule, pour l'homologuer, et une deuxième autorisation pour le faire fonctionner en toute sécurité. Et on a rencontré ces éléments-là qui ont fait décaler le planning dans pas mal d'endroits. Et le dernier sur lequel il faut qu'on avance actuellement, c'est que la technologie, elle prend du temps à se mettre en place. C'est une technologie complexe et ce n'est pas en une année qu'on pourra faire passer de L3 à L4 et enlever l'opérateur et comprendre les éléments qu'on a décrits, la perception, le driving, l'actuation et l'expérience utilisateur en une année ou deux. Donc il y a beaucoup de technologies à faire maturer et sont tellement complexes qu'il n'est même pas évident ou très difficile de les expliquer aux stakeholders. Leur expliquer que monter 2 km h en vitesse nécessite beaucoup plus de travail en termes sécuritaires pour assurer la sécurité des personnes en interne et externe que juste augmenter cette vitesse-là. Donc il faut mieux comprendre l'environnement, beaucoup plus anticiper et assurer la sécurité à tout moment. Et ce sont ces défis-là qu'on essaye de résoudre à travers Show et les différentes expérimentations, chacun à son niveau. Merci beaucoup. Petite question bonus. Qu'est-ce qui personnellement te motive dans le sujet des véhicules autonomes ? Peut-être comment est-ce que tu es arrivé là ? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu te dis super, je vais contribuer à la mobilité de demain ? Et si c'est le cas, sous quels aspects particulièrement tu es motivé de travailler dans ce domaine ? Alors, disons, le véhicule autonome, j'étais atterri par hasard, mais c'est quelque chose, quelque part, qui est inscrit un petit peu dans mon parcours. Ça paraît un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais j'ai vécu 2 ruptures technologiques majeures depuis mon début de parcours. La première, j'étais au tout début d'Internet. Quand on a commencé, Internet était inconnu à l'époque en 92 et je suis arrivé dans un domaine où on sentait de l'avenir qui commençait à se préparer. On était parmi les pionniers à faire de l'Internet en France et en Europe et on était un fournisseur d'accès à Internet. Tout le monde nous regardait bizarrement. Et le fait de pouvoir discuter à cette époque-là et faire de la vidéoconférence à cette époque-là entre la France, les États-Unis, c'était quelque chose où je me sentais, il y avait à peine 4-5 personnes en France qui pouvaient faire ça. Donc ça, c'était la première rupture technologique en Internet qui, maintenant, Internet, c'est devenu quelque chose habituel.
est devenue dans le quotidien. La deuxième, c'était, je suis passé dans la téléphonie mobile après Internet. On est passé sur Internet sur le téléphone mobile. Et quand on a commencé sur le téléphone mobile, j'étais ravi à discuter avec mes amis qui sont très lointains par SMS et leur envoyer des messages sur un match de foot ou échanger en direct alors qu'on regardait la télévision. Et petit à petit, le téléphone mobile est devenu dans notre quotidien. Donc, une rupture à travers Internet, une rupture à travers la téléphonie mobile. Et j'ai eu la chance de discuter avec Navia, qui était en train de construire donc, le véhicule autonome, où j'ai compris que le véhicule autonome, quelque part, c'est un téléphone mobile connecté sur Internet avec des roues qui permet de faire rouler le tout. Et cette expérience-là donc, m'a motivé énormément pour aller plus loin. Et le fait de toucher quelque chose de concret, qu'on sait très bien que d'ici quelques années, on va voir des véhicules sur la route, on va voir le futur qui se construit. Donc, ayant vu le futur d'Internet, ou préparer, ou contribuer au futur Internet d'une certaine façon, contribuer au futur du smartphone d'une certaine façon, et maintenant contribuer sur le futur du véhicule autonome, c'est quand même assez motivant, assez... pas de reconnaissance, mais être pionnier un petit peu dedans. C'est assez motivant, oui. Merci beaucoup, Pierre. Je te souhaite un bon salon. Merci, Henriette. Au revoir. Bonjour, Mohamed. Alors, c'est vraiment un plaisir d'avoir réussi à avoir quelques minutes de ton temps pendant ce salon, car tu es très occupé et tu vas bientôt donner un speech. Mais j'aimerais vraiment avoir ton point de vue sur un point de vue un peu plus global, d'un point de vue du transport public, sur la place que peut avoir le véhicule autonome dans le transport public. Bien sûr, en considérant que il y a eu, on ne sait pas si on peut dire vraiment qu'on sort de la crise sanitaire et les transports publics ont été très impactés. Et l'impression que j'ai pu avoir de temps en temps, c'est que peut-être que c'est pas la priorité en ce moment des transports publics. Donc, j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue là-dessus. Merci beaucoup. Mohamed Mesghani, secrétaire général de l'Union internationale des transports publics. Merci Henriette pour la question. Je pense que cette crise, cette pandémie a démontré le rôle essentiel de la mobilité dans nos vies. On a vu pendant la pandémie comment le transport public a joué un rôle essentiel. Alors que la ville s'était refermée sur elle-même, les transports publics sont restés ouverts. En plus de ça, la crise environnementale, le changement climatique, qui est un sujet global maintenant, démontre que l'on doit trouver des solutions de mobilité alternatives à la voiture particulière. Et donc, c'est là que le transport public et les mobilités partagées peuvent contribuer à trouver cette solution, justement. Donc, le transport public est en train de se transformer, justement, pour mieux tenir compte de ces attentes-là et de l'attente des utilisateurs, des passagers. Par une meilleure intégration entre transport public conventionnel, transport de masse et mobilité partagée, de manière à ce qu'on développe un système qui soit de porte à porte et pas seulement de station en station. Et bien sûr, dans cette approche, le véhicule autonome fait partie de la solution. Parce que dans ces solutions qui vont être en complément avec le transport public conventionnel, le véhicule autonome peut jouer un rôle important dans ces mobilités partagées et en particulier dans les zones à faible densité, dans les zones périphériques, dans les zones rurales, où le coût d'exploitation d'un véhicule autonome est inférieur au coût d'exploitation d'un bus traditionnel, par exemple. Donc le véhicule autonome a tout à gagner de cette mutation, et je dirais les transports publics ont tout à gagner en se rapprochant et en intégrant le véhicule autonome dans leur giron. Une question que j'aime bien poser à tous les intervenants que j'ai pu croiser aujourd'hui sur le salon, c'est qu'est-ce qui t'inspire particulièrement quand tu penses au véhicule autonome ? Est-ce qu'il y a un aspect de la mobilité autonome qui te rend curieux ? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te demandes, est-ce que ça va marcher ? Quels sont les défis, les challenges ? Ou quelque chose vraiment qui attire ton attention sur le sujet des véhicules autonomes, vraiment d'un point de vue personnel ? Une question qui me taraude, disons, une question que je me pose tout le temps, c'est quand on aura une flotte de véhicules autonomes,
Une partie de cette flotte sera peut-être en utilisation partagée, une autre partie sera peut-être en utilisation individuelle. Je me demande, est-ce qu'on aura des véhicules qui circuleront à vide, finalement, sans aucune personne à bord? Je me demande, par exemple, si je sors de chez moi avec un véhicule autonome, j'arrive à destination, j'oublie mes clés. Est-ce que j'envoie ce véhicule me chercher les clés directement de la maison avec personne à bord? Est-ce que les gens vont utiliser ces véhicules-là pour dormir et donc, comme une chambre d'hôtel, ils feront la route en même temps. Est-ce qu'ils vont l'utiliser comme un restaurant et bouger en même temps qu'en mangeant? Donc voilà, c'est des questions que je me pose. C'est comment va-t-on utiliser vraiment ce véhicule? Un peu les effets pervers du véhicule autonome, en fait. Voilà, c'est une des questions qui me préoccupe. Et je dirais d'une manière générale, c'est le comportement humain par rapport à la technologie, en fait. C'est comment l'humain va peut-être devoir transformer l'utilisation de cette technologie de son but original. Ça, c'est une question qui me préoccupe un peu. Merci Mohamed. Merci beaucoup Henriette. Merci à tous les participants du salon qui ont accepté de répondre spontanément à mes questions. Si c'est un format que vous avez apprécié écouter, faites-le nous savoir en vous connectant au site internet de Show et en nous laissant un message dans la rubrique Contact. Le lien est dans la description de l'épisode. À bientôt! Thanks for listening to Automated Mobility, the people behind the wheel. This podcast would not have been possible without the support from the Horizon 2020 program by the European Commission under the grant agreement number 875530. Check out the links for the show project and other references in the description of the episode and subscribe to our newsletter to stay tuned. Don't hesitate to share this episode or give us feedback to it. My name is Henriette Cornet from UITP and I hope to see you at our next episode.